D'un peu différent cette année, les conférences, on en a eu beaucoup sur le devenir de Star Wars, comment ça a été fait par des gens très bien, bon, sans citer de nom, qui ont eu lieu quelques heures avant nous. Et on s'est dit, pourquoi pas se faire l'avocat du diable et faire participer la salle aussi à un petit débat sur... Et si Star Wars c'était au final juste une propagande rebelle? Si tout ce qu'on nous avait montré, c'était pas juste pour rallier à une cause rebelle et faire passer l'Empire pour ce qu'il n'est pas, des incompétents, des méchants, et tout ça. Alors, ça va être de la pure mauvaise foi, d'un côté. On va essayer de défendre l'indéfendable. Et j'espère que le but c'est de vous faire participer vous aussi sur certaines choses. Donc je vais vous présenter quelques images, quelques situations avec le point de vue de l'Empire, de pourquoi ceci, et on va essayer de discuter, de faire évoluer les mentalités ou pas, parce que le but quand même... ça pourrait rester que les rebelles, c'est des méchants rebelles. Quoi? Pardon? Non, désolé. Alors, on commence. Alors, disclaimer, on va s'attarder sur les films 4, 5, 6. L'Empire est vraiment présent à ce moment-là. On reviendra peut-être, si on a du temps, en fin de conférence, sur l'univers étendu. Mais on verra si on a le temps. Donc, première mise en situation, je pense que vous reconnaissez un petit peu l'image, elle se voit. Donc, début de l'épisode 4, le Tantive 4 s'enfuit comme des gros lâches après un vol et l'attaque d'une base impériale. Donc forcément, l'Empire, dans toute sa grandeur, est obligé de poursuivre ces méchants rebelles. Et délit de fuite, destruction de biens impériaux, donc forcément, derrière, il y a le retour de bâton. Je suis désolé. C'est normal. Avec un abordage qui va arriver, qu'on connaît tous, où les rebelles ne voulant pas ouvrir la porte, les troupes de choc de l'Empire sont obligées, par des grands moyens, de la faire exploser. Alors, est-ce que vous savez qui tire les premiers à l'intérieur? Rebelles ou Empire? Ouais, alors rebelles. Qui pour les rebelles? Qui pour l'Empire? Et effectivement, en fait, le Seigneur Vador a raison. La porte explose et c'est bien l'Empire qui ouvre le feu, parce qu'on sait tous que l'ouverture du feu de l'Empire est fortement efficace. Donc c'est bien l'Empire qui ouvre le feu, mais l'Empire reste un organisme très humain. Et donc, fait des prisonniers. Alors, le commandant rebelle qu'on voit à portée de main du Seigneur Vador, qui va pouvoir confirmer la chose, c'est que il meurt pas au final à la fin. C'est juste un acteur qui est présent. Et donc, on voit que l'Empire reste quand même... Il tue pas tout le monde, contrairement à ce qu'on peut croire. Les massacres perpétrés à l'Empire ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose d'imaginaire. On voit bien là sur la photo qu'on a des soldats rebelles, pas de cadavres, des soldats. J'ai peut-être un peu choisi les photos aussi. Je m'en excuse, mais c'est le principe. Donc, bon... L'Empire, Vador en conversation grandement amicale, on confirme, avec Leia, le pointement de doigt, voilà, regardez, personnage très amical, dessus. Bon, pas grand chose à dire, on est d'accord. Forcément, il y a un vol, il y a un retour de bâton, c'est la police, c'est normal. Des points de vue extérieur. Allez-y, on est là pour participer, donc on est d'accord? Bon.
Vous avez le droit à la parole. Hein. Ouais, vous avez le droit à la parole. Le micro est là pour vous. C'est là pour ça. Allez-y. Ah, attends. C'est la conférence sur les Est-ce qu'on peut parler de la nature des plans qu'ils ont volés quand même? La nature des plans, Une c'est-à-dire arme de destruction massive. de dissuasion, vous voulez parler? De dissuasion, ça reste à prouver. Bah, C'est vous qui me dites, monsieur. exactement. Actuellement, c'est une arme de dissuasion. Elle n'a rien détruit. Rogue One? Destruction d'une propriété personnelle. Ville impériale. On fait ce qu'on veut, c'est une restructuration urbaine. Ok. Exactement, c'est une restructuration urbaine, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, ça après, c'était le calibrage. Alors, on a une question. Alors, par contre, il faudra vous rapprocher un petit peu, s'il vous plaît, parce qu'on peut pas tirer les micros. Non, mais un complément, parce que on peut parler de la clémence du Seigneur Vador, parce qu'il y a quand même une tentative d'assassinat sur le Seigneur Vador dans Rogue One, qui ne fait que vouloir rentrer dans le vaisseau, et les rebelles tirent dessus tout de suite. Alors, sans sommation, sans... Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'on a des partisans, ça va être très drôle, ça va être très bien. Donc, les plans, pour l'instant, on y reviendra un peu plus tard à ces plans, parce qu'ils sont quand même très très bizarres. Hein. On a déjà un petit peu parlé, mais on en reviendra. Donc on continue, hein, l'épisode 4, on arrive sur Tatooine, une belle planète, un capital soleil sympathique, beaucoup plus important qu'ici. Où là, on va encore faire passer l'Empire pour des gens mauvais, avec un soi-disant massacre de Jawa, de fermes d'exploitation, alors que aucun témoin n'est là, hein, à part les divagations d'un vieil ermite qui a peut-être pris un peu trop le soleil. Donc là encore, on a des tentatives d'explication par une propagande rebelle. On a un petit film amateur qui s'appelle de mémoire Troops, qui est plutôt bien fait, mais qui reste pareil, pour le coup, une vraie propagande anti-impériale, hein, qui est, démontrant toute l'incapacité des forces d'élite de l'Empire à faire leur travail. Donc bon. Passons sur cet incident qui est Tatooine, puisqu'il n'y en a pas. Vous serez d'accord avec moi. Pas de témoins, pas d'incident. Non? Non? Bon. Pour l'instant, plutôt d'accord. Hein, ça... J'ai plusieurs têtes là-bas, ils font oui, on est d'accord avec ouais, toi. Voilà, j'en vois aussi, ça opine du chef. Hein. Il y en a un qui boue à côté. Non? Bon. On continue? T'es sûr? Bon. Troops? Tu veux dire quoi de Troops? Pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, mais je suis quand même d'accord sur le côté... Troops, c'est un documentaire qui va nous montrer le côté humain des Stormtroopers. Ce ne sont pas les machines de guerre que nous vend la propagande rebelle, ce sont des êtres humains qui ont leurs failles, leurs défauts, leur humanité. Et effectivement, ils font un travail qui n'est pas très difficile, qui n'est pas très facile. Le problème de Troops, c'est que l'unité a été dissoute juste après, que les bandes ont été égarées par le bureau. Parce que bon, il y avait des choses qui allaient pas très bien. Mais d'accord pour le côté humain, ouais, effectivement. Mais ça reste le témoignage ou l'absence de témoignage d'un événement qui n'a pas existé. Parce que qui pourrait croire un ermite comme ça, qui a passé X années de sa vie isolé au fin fond d'une cave et qui nous dit à un jeune fermier, c'est les forces de l'Empire, on reconnaît leur marque. On est d'accord. Ceci dit, Troops, si vous cherchez sur YouTube, vous le trouverez. TR. Et c'est très très bon. C'est très très bon. C'est Ouais. le premier fan film Star Wars, le meilleur. Donc après on a le développement, c'est cette petite troupe de rebelles
dans toute sa splendeur, hein, même accompagné au pire du moment par un contrebandier. Autant vous dire qu'en termes de hors-la-loi, on ne fait pas mieux. Demander à un contrebandier de venir en aide, c'est quand même le sommet. Qui, forcément, vont se diriger vers ce désert astéroïde et minier qui est Alderaan, puisque on sait tous que Alderaan, c'est une ceinture d'astéroïdes exploitée pour son minerai, et que si cette perturbation de la force que sentirait Obi-Wan Kenobi n'est juste due qu'à l'explosion d'une poche de gaz entraînant une défaillance d'une des stations minières. Ah mais ça passe en fait, hein. Vous êtes totalement réceptif. Oui, alors, s'il te plaît. Il y a des vignobles sur ta ceinture d'astéroïdes? Alors non, le fameux vin d'Alderaan, c'est des vins d'astéroïdes. C'est un produit commercial. Hein. Qui a poussé sur les astéroïdes? Exactement, il faut bien tout vendre. Hein. Une ferme sous culture. Hein. Voilà. La terre était riche. Ça faisait de belles zones. Les cailloux étaient riches. Ouais, la terre, oui. Ouais, les cailloux. Ouais. Une bonne terre. Les cailloux. Ouais. De quoi? Exactement. On peut cultiver du vin sur un astéroïde sous serre. Ça fait très bien. Donc, arrivés sur cette ceinture d'astéroïdes, ils sont happés par forcément une petite lune qui orbitait à ce moment-là. Et forcément, aucune identification. C'est l'arrestation. Hein. Je sais pas, vous présentez pas vos papiers aux forces de l'ordre. Vous avez un endroit où vous pouvez pas accéder. Ouais. Arrestation, on passe. Et là, ça se cache. Pourquoi? Forcément, il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Alors, on se planque pas comme ça des forces officielles. C'est pas normal. Donc là, les espèces de rebelles vont quand même essayer de fouiller, saboter cette station. On se demande pourquoi, franchement. Libérer des prisonniers. Alors, est-ce que c'est la première chose que vous pensez à faire? Alors, c'est une station lune. Ça se passe, hein. Ça peut être les deux, exactement. Écoute ton collègue à côté. En même temps, je vous donne des pistes, mais ça réagit pas très beaucoup. Donc, je suis un peu circonspect. Cette propagande rebelle est pas aussi ancrée que je le pensais, donc c'est bien. Donc, on va libérer un prisonnier. Pourquoi? Quelle idée? Ouais. Alors, s'il vous plaît. Ouais, je sais, ça va être compliqué, mais pour que toute la salle entende. Par contre, le prisonnier, c'est bien la princesse d'Alderaan, mais si c'est que des cailloux, il n'y a pas besoin de princesse. Alors, tu peux avoir une royauté sur un amas de cailloux, hein. C'est pas déconnant là-dessus. Mais pourquoi on n'a pas le droit d'accéder à Alderaan et on se fait arrêter pour ça alors que... Alors ça, les fichiers impériaux disent que du fait de l'explosion de gaz, il y avait une mise en quarantaine. Hein. Donc, et du coup, vous avez enfermé la princesse pour éviter qu'elle soit touchée, c'est ça? Alors non, la princesse a été soupçonnée de rébellion et de sabotage de la station. Donc c'est pour ça qu'elle est enfermée. Elle va saboter son propre peuple qui meurt. Ça, c'est ses raisons à elle. Hein. C'est pour ça qu'on a essayé de la faire parler. Okay. A priori, elle les a gardées, ses raisons. Donc, ouais. Non? C'est un peu léger comme argument, quoi. C'est quoi sinon l'argument contraire? En soi, elle fait ce qu'elle veut chez elle, quoi. C'est elle la princesse. Alors, c'est elle la princesse, mais elle est dans une confédération galactique et un empire galactique. Donc elle a une souveraineté, mais si la souveraineté déborde sur l'intérêt général, l'Empire intervient. Non, l'empereur vient de rendre la souveraineté aux États en dissolvant le Sénat. Donc alors, elle a tout pouvoir sur sa planète. Qui le dit? Le Moff Tarkin. Le grand Moff Tarkin. Ouais, mais il a plus toute sa tête, ce monsieur aussi. Si tout le monde a plus toute sa tête, ça devient trop facile. Ah bah ouais, c'est le principe. Non mais ça reste une élue
un représentant légal, hein, une élue qui est sur une planète pacifiste, mais qui lève des fonds. Oui, alors un champ d'astéroïdes, s'il vous plaît, on est sur un champ d'astéroïdes. Mais qui, sur son champ d'astéroïdes, lève des fonds, alors que c'est pacifiste normalement, pour renverser ou lever un corps armé contre la police locale ou l'État. On ne dit pas le contraire. Des preuves. Ouais, il n'y a pas de preuves en fait. Bah, pourquoi vous avez besoin de preuves? On est l'autorité. La preuve, c'est peut-être... Non. C'est peut-être les vaisseaux suicidaires avec des marques rebelles sur les vaisseaux impériaux de Scarif. Hein, et la destruction, ça, on va y revenir. Cette bataille, mais beaucoup plus tard, parce que le but, c'est que Rogue One, ça reste un peu en dehors de Star Wars. Et si on peut faire juste l'aparté de Rogue One, ça reste plus la réponse de l'Empire de ce que c'est des vrais rebelles, c'est-à-dire des extrémistes qui tuent leurs informateurs, qui utilisent tous les moyens pour forcer une planète, plusieurs planètes impériales, qui ont détruit un centre de recherche, amené la destruction d'un haut responsable de développement qui a fait une très belle lune et station orbitale. Et qui après va mener à la destruction, à la reconstruction, à la rénovation urbaine de Jeddah, parce que il fallait bien exterminer, je peux pas le dire, il fallait bien éliminer cette cellule rebelle de la planète. Et pour Scarif, la base étant compromise, on fait pas les choses à moitié. On élimine à grands coups de rayons laser. Mais ça nous regarde que nous. Si l'Empire veut tuer ses propres hommes, qui pourrait l'en empêcher? Non, il signe un contrat, il renonce à toute famille une fois intégré les rangs. C'est la première clause. La deuxième étant de tirer bien. Celle-là. Si la première elle passe, la deuxième elle passe déjà beaucoup moins. Donc on revient, épisode 4, vol arrivé sur la station orbitale, qui aura beaucoup de noms selon ce qu'on lui donnait, étoile noire, plutôt joliment dit. Étoile de la mort qui, pour le coup, passe beaucoup moins bien. Je sais pas pourquoi. On gardera étoile noire, c'est plus sympa. Il y a un côté poétique. Vous en conviendrez? Voilà, ça accepte. Et l'Empire n'étant quand même pas complètement incompétent, comme voudraient nous le faire croire les films, éclair de lucidité, on place un petit tracker sur un petit vaisseau. Parce qu'il faut bien remonter cette filiale de contrebande. Faucon Millennium, vaisseau de contrebande, on va chercher d'où il s'approvisionne. C'est que ça. On va pas chercher autre chose. Et donc on arrive et on nous montre ce qu'on voit en bas un peu plus loin dans le film. Je fais des sauts rapides, on a des choses à voir. Les plans de cette fameuse étoile noire. Alors, on veut bien m'expliquer, mais c'est très léger pour détruire une station. Franchement, un tuyau comme ça qui va tout droit au cœur, j'ai un peu de mal à y croire. C'est un peu facile pour le coup. Les rebelles, n'étant pas des gens très très intelligents, ils sont allés à la facilité. Parce que même avec des systèmes de guidage, je suis pas sûr qu'une torpille arrive à se balader dans l'ensemble des tuyaux qui gèrent l'étoile noire. Donc le plan simple des rebelles étant de dire on a un petit tuyau, comme par hasard présent. On rappelle que ça a été construit par une sommité impériale, cette station, par des gens qui ont réfléchi à tout. Et pas forcément par des gens qui avaient une fille rebelle et qui avaient une femme qui a été tuée par l'Empire. On ne sait pas d'où ça sort.
Cette histoire, je la connais pas. Et donc on a la fameuse attaque. Alors, attaque selon les versions du film avec plus ou moins de vaisseaux pour renforcer cet intérêt que les rebelles auraient eu plus ou moins de vaisseaux. Mais on sait qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Et, ils n'avaient pas de sous pour les acheter. Ah mais ça réagit même plus. On a dit qu'il les volait, mais ça va servir. Non, je suis pas comme ça. Je l'ai pas dit tout à l'heure que j'allais être de mauvaise foi, donc non, pas du tout. Il y a un problème par contre, parce que s'ils ont très peu de vaisseaux, ils ont réussi à percer vos défenses, c'est pas ouf non plus. Hein. Bah non, mais ça c'est le film qui le dit. Ça c'est la vraie destruction de l'étoile noire, c'est juste un problème de calibrage et un problème moteur. Hein, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas un petit vaisseau guidé par un fermier. Donc vous n'êtes pas assez stupide pour mettre un conduit tout le long de l'étoile noire, mais assez stupide pour avoir un problème de calibrage. Les erreurs techniques, ça passe. On rappelle qu'on a eu un vieux monsieur qui a bidouillé quelque chose à l'intérieur, qui a pu être passé indétectable. Ça arrive, hein. C'est une erreur humaine. On a bien vu tout à l'heure avec Troops que les impériaux étaient des hommes comme tout le monde. Hein, donc l'ermite qui passe pour un idiot au début, il est suffisamment intelligent pour bidouiller. Il fait un peu n'importe quoi. Donc après, pour retrouver une bêtise faite par une personne qui fait n'importe quoi, c'est compliqué. Moi, j'ai envie de dire qu'un vieux monsieur avec Alzheimer qui se promène et qui dérègle tout, ça peut faire beaucoup de dégâts dans une grosse station. Hein. Exactement. Le temps qu'on cherche tout, le calibrage, etc., forcément, quand on veut détruire ce nid à rebelles, à contrebandiers qu'on a trouvé, bah forcément ça explose. Et c'est pas une torpille qui fait une petite vague pour rentrer dans un conduit, parce que ça, faudra qu'on m'explique, et qui après détruit tout ça. Donc non, l'étoile noire, failli dire l'étoile de la mort, et c'est Vador, il m'inquiète. A été détruite, a explosé suite à un problème mécanique. Donc, c'est bon, ça passe auprès de tout le monde. Il y avait quoi là-dedans qui justifiait une explosion de cette taille ? Vu la puissance qu'il faut pour faire bouger un machin comme ça, la puissance pour le rayon terraformateur qui est indiqué, il faut ça peut provoquer une belle explosion. Donc on vient de passer de station dissuasive à station terraformatrice. Exactement. Ah mais ça passe en face en plus les gens, c'est bien. Voilà. Bref. Ce serait bien de dire que Vador n'était pas à bord de la station à ce moment-là. Bah, il chassait les petits chasseurs rebelles qui étaient à l'extérieur. Ouais, pas... Vous voyez qu'il n'y avait pas eu d'attaque ? Ah si, il y a eu une attaque. Mais c'est pas la torpille du dénommé Luke Skywalker qui a entraîné. Parce qu'on voit bien que juste avant d'exploser, on était sur le point de tirer. De terraformer. Pardon. On peut parler de l'ascendance du tireur rebelle. Alors non, on ne parlera pas de l'ascendance du tireur rebelle parce qu'on ne parle pas de la jeunesse du Seigneur Vador. Il aime pas trop ça. Après, vous pouvez vous arranger avec lui, mais je vous laisserai faire. Donc on va passer au deuxième film, qui est en fait plus une réponse de l'Empire aux rebelles en disant vous avez fait l'épisode 4 que vous intitulez Un nouvel espoir. Bah nous, pour contrebalancer votre propagande, on va faire l'épisode 5. Et comme on a de l'intelligence, des idées et tout ce qu'il faut, on l'appelle l'Empire contre-attaque. Logique. Et on ouvre avec Hoth. Hoth, c'est un gros problème quand même. Ça reste une occupation illégale par des rebelles d'une planète avec des espèces indigènes qui sont exploitées, maltraitées. On se souviendra tous que les Vampas ont fait une pétition suite au passage des rebelles pour mutilation
que les Tauntauns se sont ligués pour nous faire un joli syndicat. Alors, je vous dis pas en interne, c'était un peu compliqué à gérer, de dire que on voulait plus être des outils pour transporter ces pauvres humains qui résistent pas au froid. On n'est pas des sacs de couchage. Voilà. Bref, un peu compliqué. Et donc forcément, toutes ces remontances sont arrivées à nos oreilles. On est intervenu, alors peut-être un peu lourdement, peut-être. En même temps, on avait en face de nous une base avec un canon orbital. Alors, qui installe un canon orbital sur une planète? Franchement, qui? Pourquoi faire? Non. L'étoile noire, là. Elle est détruite à ce moment-là. Ouais, elle n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour participer au réchauffement climatique. Ah, ça se tient. Ouais. Ça aurait été pour terraformer cette planète et la rendre habitable par des humains. Mais ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Et on en fait quoi de toutes les espèces indigènes qui vivent? Adaptation, mais alors autant leur demander leurs avis. On peut pas arriver sur une planète et dire allez hop, faut que je passe. Quoi, les autres peuvent pas. L'Empire peut, mais ça c'est une autre question. Donc on y arrive, débarquement des forces, on est présent. On a bien fait de débarquer aussi fortement, parce qu'en face de nous... pardon. Pardon. Vous avez parlé d'une pétition des espèces indigènes. Mmh. Vous avez un lien, vous avez le texte de la pétition, ou un lien Alors, de ce texte? Malheureusement pas chez nous, et les archives sont très contrôlées, je peux pas les sortir comme ça. Donc, c'est eux qui l'ont fait, donc ils doivent même transmettre, c'est un truc public. Alors, public non, ça intéresse que les hautes sommités impériales, moi je ne suis rien pour leur demander des choses. Je suis juste la voix. Donc, quand on fait une pétition pour défendre nos intérêts, on veut la propager le plus possible. Alors, la pétition a été faite Qui a vu ce texte de la pétition? Alors, nous, les hautes sommités de l'Empire et les Tauntauns. Donc, voilà. Ils n'ont pas voulu alerter l'opinion publique sur ce... Ils n'ont pas les moyens, c'est un peu très primitif et ils n'ont pas de muté, mais ils arrivent à faire une pétition qui à l'Empire. Bien sûr, parce que l'Empire prend soin de ses planètes et on met des droïdes sondes qui nous permettent d'explorer et de vérifier que tout se passe bien sur nos planètes. Et on a recueilli par ce moment-là cette pétition-là. Les rebelles étaient peut-être un peu trop obtus pour l'entendre. En même temps, ils ouvraient à grands coups de sabre laser le ventre de ces pauvres bêtes. Oui, mais il n'y a pas que l'Empire, il y a les rebelles. Il y a les autres personnes qui peuvent entendre. À ce moment-là, on est quand même sous un régime impérial et la force est quand même se retourner vers le régime en place pour faire valoir ses droits. Après, il faut savoir que l'Empire est très à l'écoute des autres. Surtout quand son point de vue il est respecté. Non, mais les Tauntauns auraient très bien pu faire passer leur pétition si les communications n'étaient pas contrôlées et brouillées par les forces rebelles aussi. Oui, c'est pour ça qu'on a les sondes aussi qui étaient présentes, et c'est pour ça qu'on pense aussi que les rebelles détruisaient les sondes. C'était pour éviter de faire remonter cette information. Donc la bataille de Hoth, on sait très bien ce qui se passe. L'Empire met une belle déculottée aux rebelles. Bon, il y en a quelques-uns qui s'échappent. Mais on peut pas tout faire d'un coup, on n'y arrive pas des masses. Ouais, c'est ce qui se dit. Donc voilà, expropriation de ces rebelles de la planète. Et parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que la galaxie est grande, parce que on doit respecter et faire respecter l'ordre un peu partout. On fait appel à quelques chasseurs de primes pour traquer ces là. Et là, pour le coup, les chasseurs de primes, ils ont une réussite. Ils retrouvent la trace du contrebandier du premier épisode, Han Solo.
Et on sait tous que Dark Vador étant quelqu'un de très aimable, il a invité Han Solo à déjeuner lors de la station de Bespin. Mais bon, Han Solo étant un contrebandier, Han Solo étant tout ce qu'on veut, et surtout Han Solo tirant en premier, on ne peut pas passer sous silence cette agression innommable sur le Seigneur Vador. Bon, peut-être aussi un peu idiote de la part de Han Solo, puisque Seigneur Vador étant tout puissant, que peut faire un blaster contre lui? Mais ça permet effectivement de nous justifier tout l'emprisonnement qui arrivera derrière, la mise en place en carbonite. On ne peut pas laisser un homme aussi dangereux en liberté. Et là, pour le coup, l'agression est justifiée. La réponse aussi. Pourquoi l'avoir renvoyé aux mains de Jabba le Hutt? Alors ça date un petit peu. C'est un accord qu'il y avait eu entre l'empereur Palpatine et Jabba le Hutt sur certaines personnalités et pour les bonnes relations aussi. Mais les Hutt ne dépendent-ils pas de l'Empire? Alors, les Hutt ont un petit statut indépendant. L'arrivée sur Tatooine, ils tolèrent l'Empire qui est présent, on les tolère aussi parce que ça nous permet plus ou moins d'être ailleurs pendant que eux maintiennent cette petite partie de la galaxie. Mais bon, ça reste des êtres très agréables à vivre. Et pour les bonnes relations, on leur remettait. Puis bon, il y avait aussi un côté crédit. La construction de l'étoile noire ayant fait un peu de trou dans les finances de l'Empire, il y avait besoin de renflouer des caisses. Et le partage de la prime entre Solo et le chasseur de primes Boba Fett permettait ça. Moi j'ai envie de dire aussi, quelle meilleure punition que de finir en table basse chez Jabba. Si tu te permets de tirer sur le Seigneur Vador, tu finis table basse. Voilà. Ce message il est clair. De donner ça en récompense à un criminel. Alors un criminel, c'est vite dit. Encore une fois, c'est un gouverneur qui est toléré au sein de l'Empire. Il fait de l'esclavage. Alors ça, c'est eux qui le disent, nous on n'a pas vu. Ça veut dire que l'Empire cautionne l'esclavage, vu qu'ils sont en accord avec... On le voit pas, donc on peut pas le cautionner. Après, si on nous apporte des preuves, on ira peut-être fouiller un petit peu plus. Je crois que la danseuse Oula pourrait témoigner. Il me semble qu'elle est là ce week-end. Si elle est là, je veux bien. Alors, on fera une enquête après. On ira voir, on ira parler. Même dans la jeunesse de Dark Vador, il a été esclave. Alors, comme dit tout à l'heure, t'as de la chance qu'il soit plus là, parce qu'on ne parlait pas de la jeunesse de Dark Vador. C'est un peu quelque chose de tabou. Et là, on pourrait encore redire que en fait, la jeunesse de Dark Vador, c'est une vision pro-rebelle pour nous montrer que justement, Vador est un esclave. Dans ce cas-là, si l'Empire contre-attaque est un film de l'Empire, pourquoi avoir dit dedans que Vador est le père de... Alors, c'est là en fait où toute la complexité des scénaristes et du grand créateur de cette saga qui est George Lucas. Alors, il est recherché, c'est une personne qui est activement recherchée par l'Empire. Parce qu'en fait, ce monsieur a un peu cassé l'histoire. À la base, ça devait pas être « je suis ton père ». Ça a été modifié après coup, parce que ils ont réussi malgré tout, juste avant que ce film soit diffusé sur le net, à changer cette phrase. Donc voilà. C'était quoi à la base ? Alors à la base, on le saura jamais, parce que les rushs ont disparu. Si, on sait. Ouais, on le sait. C'est Obi-Wan qui a tué ton père. Encore le vieil Obi-Wan. Voilà, encore le vieux monsieur. Voilà.
Donc, l'Empire contre-attaque, summum de la guerre des étoiles, forcément. Film pro-Empire. On arrive à ce qu'on appelle le retour du Jedi, où là, alors, ça va passer très rapidement. La partie sur Tatooine ne nous concerne pas vraiment, parce que c'est le problème des Hutt. Et les Hutt, comme on l'a dit, ils sont souverains dans leur domaine. L'esclavage, pour moi, c'était juste des danseuses. Elles ont un cachet à la fin. Le rancor, ok, d'accord, je voulais y venir. Le rancor, une bête. Une bête qui a des droits dans son contrat et dans son exploitation. Elle doit être nourrie par des êtres humanoïdes. Parce que vous imaginez bien que nourrir une bête de cette taille-là, ça se fait pas tout seul avec un petit steak. Il faut un peu plus de viande. Ouais. Ce serait mieux de tuer les gens avant pour éviter qu'ils soient digérés pendant... Alors non, là tu enlèves la dimension spectacle. Il faut toujours une dimension spectacle à quelque chose. Parce que c'est douloureux d'être digéré pendant... Ah, ça c'est le sarlac. Et justement, sur le sarlac, quand on va au zoo, on n'a pas le droit de nourrir les animaux normalement. Alors oui, mais là tu es sur une planète un peu particulière et c'est pas forcément un zoo. Donc sarlac est une bête qui vit sur ces déserts de Tatooine comme n'importe qui. Bon, un peu figée, mais elle est là, elle n'est pas dans un zoo. De la nourrir avec des êtres vivants. Encore, ce soit de la viande, je comprends, mais après on va envoyer du métal, des choses un peu solides dedans. Après, ces Hutt sont un peu barbares, donc ils nourrissent avec ce qu'ils ont sous la main. Les Hutt sont des barbares. C'est une citation. C'est une citation. Ah oui, non, vous pouvez y aller, mais mince, Monsieur Vador étant revenu. Non, alors les Hutt sont des amis de l'Empire. Et le côté barbare apparaît dans certaines pratiques qui sont tolérées. Il est toujours présent. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Donc, Tatooine, ça passe vite. On a juste une décrédibilisation du chasseur de primes qui a permis la capture de Han Solo. Comment un chasseur de primes de cette trempe, utilisant un désintégrateur, peut tomber malencontreusement dans la bouche. Faudra m'expliquer. Bon, il a été poussé par un aveugle. Vraiment. C'est crédible? A priori non, pour les gens c'est bon. Ouais, c'est de l'opposition là. Là on a les bons et là on a les gens méchants. Un vieil homme a bien pu faire un petit accident dans l'étoile noire. C'est vrai, le coup de chance. Bon, ouais. Bref. Ouais, la force, Han Solo. On va loin là. Bon. On arrive à l'empereur. L'empereur qui apparaissait déjà dans l'Empire contre-attaque, mais qui nous l'a... alors, utilisation illégale de l'image de l'empereur, bien sûr. Utilisation illégale. Le faisant passer pour un vieux grabataire, tout fripé. On sait, l'empereur est éternel. Ça sera vu bientôt. Ça réagit pas, Donc, reconstruction, on est sur un chantier de construction de l'Étoile Noire 2, ou dit Étoile de la Mort 2. On se demande pourquoi. Là encore, les rebelles voudront voudront détruire cette base qui fait du travail. Voilà. C'est une base en construction. On a des travailleurs dessus. Des gens qui ne sont pas soldats, qui sont là pour travailler, gagner du pain, faire vivre leur famille. Et donc, on va avoir une attaque sur cette base. Vraiment. C'est ça les rebelles. Des gens qui attaquent juste des travailleurs. Bon, joli exemple. Et en même temps... Par contre, les Ewoks que vous maltraitez sur la planète et que vous enfermez dans leur village... On maltraite des gens, nous ? Bah, ils sont bloqués dans leur village et vous colonisez leur planète, donc... Alors non.
C'est un partenariat. On a les droits d'exploitation et d'installation qui ont été longuement négociés. Ouais, mais vous venez sur leur planète et vous les faites même pas bosser. Encore, vous leur donnez un job. C'est juste qu'ils n'ont pas les compétences pour travailler et que les poils, en fait, dans l'installation technique, c'est un peu compliqué. Faudra demander, hein, les wikis dans des vaisseaux spatiaux, c'est pas top. Ça met des poils partout. Donc les Ewoks, c'est la même chose. Un travail de grande précision, on ne pouvait pas permettre d'avoir une machinerie qui grippe. Alors, il y aura peut-être un ressentiment derrière. Oui. Peut-être. Mais là encore, comment expliquer que la force de frappe qui est l'Empire, avec des soldats d'élite, alors là encore, hein, c'est des images détournées, parce qu'on sait très bien que une armure blanche dans une jungle, c'est un peu une bêtise, donc on voit très bien que c'est une propagande rebelle. L'Empire ayant plusieurs uniformes, on ne pouvait décemment pas se camoufler comme ça. Mais je vois qu'on a une question. Pourquoi est-ce qu'on reconstruit une deuxième étoile de terraformation alors que la première, qui avait des problèmes techniques, voilà, on n'a pas encore réglé ces problèmes à ce moment-là, pourquoi on recommence? La première a eu un problème technique suite à un sabotage. Donc il fallait bien en reconstruire une de seconde afin de continuer cette expansion et cet acte de terraformation. Parce que quoi de mieux que pour terraformer qu'une station orbitale en orbite avec un gros laser d'une précision chirurgicale? Il est toujours présent, je ne peux pas dire autre chose. Là-dessus. Donc, bataille d'Andorre, où des peluches, excusez du terme, sont montrés comme plus capables que des soldats de l'Empire. Vraiment. Encore une fois. Parce qu'on voit bien que les soldats rebelles sont incompétents. Ils seront à voir. D'ailleurs, c'est très bizarre pour un film de montrer ça. On se demande. Oui. Il y a des fiches du syndicat des Stormtroopers qui disent que leurs casques ne sont pas assez bons, c'est peut-être pour ça. Bah, on peut demander, j'ai des représentants là-bas, on peut voir s'ils sont d'accord avec vous ou pas. Ah oui, je vous ai vu dès le départ, il fallait pas être... Non, je réfute totalement, nous n'avons aucun problème de vision. L'Empire voit tout, le Seigneur Vader peut confirmer. Voilà. Vous avez votre réponse. Donc, bataille d'Andorre qui se passe a priori moins bien. Plus intelligent les rebelles pour ce coup. Parce que le coup du tunnel avec la torpille qui va détruire en ligne droite l'étoile de la mort, l'étoile noire, ça marche pas une deuxième fois. Cette fois-ci, on a un tunnel avec des coursives où les vaisseaux se frayent un chemin jusqu'au cœur. Déjà beaucoup plus intelligent dans la construction. Ouais. On réfléchit à des choses et eux-mêmes aussi réfléchissent à comment ils vont nous faire la mettre à l'envers. Alors, on a une bataille aussi à l'intérieur de cette bataille sur la station. Une bataille entre le Seigneur Vador, ici présent, et Luke Skywalker, ici absent. On sait qui a gagné pour de vrai. Hein. Facile à savoir. Donc, dans le film, on nous montre... alors, ils ont continué sur cette filialité qui n'a pas lieu d'être entre Luke Skywalker et Dark Vador. Parce qu'on sait tous que... Non, il est encore présent, je ne peux pas dire son nom. On sait tous que ce n'est pas vrai, que c'est une décrédibilisation du méchant. C'était pour le faire changer de camp, ce qui n'est pas possible. Le Seigneur Vador étant l'incarnation du mal et du côté obscur derrière l'empereur. Il n'est pas là. On aura à la fin de cette bataille la victoire des rebelles, la victoire de Luke Skywalker, et l'apparition en fantôme d'un certain Anakin Skywalker. Alors, selon les versions, on a deux histoires différentes qui se contredisent. Alors, on a censé ce que être... Alors, vous le voyez comment? Alors, à ma droite, ce qui est censé être Dark Vador. Vous confirmez ou pas? Ouais, vous confirmez. Donc, utilisation illégale d'images. Et à la gauche,
une version d'un monsieur qui s'appelle Anakin Skywalker et qui, il semblerait, deviendrait Dark Vador dans les épisodes 1, 2, 3 de cette merveilleuse et mauvaise saga qu'est Star Wars, propagande rebelle, je le rappelle. Et alors, on a un souci, c'est que si on change ce qui a été fait par les rebelles, on ne sait pas pourquoi, en passant du vieux au gentil, au jeune, la rédemption qui est voulue et qui est censée être montrée dans l'épisode 6 n'existe pas vraiment, puisque si on passe au jeune, ça veut dire que Vador ne s'est pas repenti. C'est pour ça. Donc là, on a même un petit problème, et ça, en fait, cet changement vient du fait qu'on a remis la main sur George Lucas, parce qu'en fait, on lui met la main dessus, on le perd, on le relâche, on le perd, et qu'on lui a demandé de faire ce changement-là, simplement pour que ça soit bien fait, et que le retour du Jedi soit un film qui ne soit pas cohérent avec son propos, surtout dans sa dernière version. Donc, mais ça passe en fait, tout ce que j'ai dit est passé. Vous êtes merveilleux. Ils boivent tes paroles. Je vois ça. Alors, ça fait 48 minutes qu'on est là. Je me suis pas entendu. Oui. Ah non, encore. Oui. On a abordé plein de sujets. Cet exposé assez intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé du Seigneur Vador qui utilisait le côté obscur de la Force. Oui. Pourquoi est-ce que l'Empire utiliserait le côté obscur de la Force et pas le côté lumineux? Comme pour l'étoile noire, c'est le côté poétique qui est mis en avant. Il faut être cohérent. On a une étoile noire, on a un côté obscur. On n'a pas un soleil et un côté lumineux. C'est juste une forme poétique. D'accord. C'est un grand poète sous son armure. Alors, il reste quelques minutes. On peut soit continuer à évoquer l'univers étendu, ou là, en fait, ça va être très simple, c'est que, alors, on va terminer. Merci pour votre participation. Juste, l'idée était vraiment d'essayer de faire quelque chose de différent, de faire l'avocat du diable, mais surtout en fait de réfléchir sur le fait qu'on a beaucoup d'histoires du point de vue des rebelles dans l'univers étendu. Normal, c'est les gentils. Normal, c'est ceux qui font, sur lesquels on peut s'identifier. L'Empire étant, désolé Monsieur Vador, mais des gens mauvais, des gens extrêmement méchants, xénophobes, tout ce qu'on peut faire et tout ce qui est mal. Et que l'univers étendu, Légende, avait mis très peu l'accent sur le côté impérial, puisqu'en fait, il y aurait plein de choses à dire sur les conditions de vie dans l'Empire, du point de vue impérial. On peut noter que en produit de l'univers légende pro-Empire, on a le jeu T-Fighter, l'ancien jeu PC T-Fighter, où pour le coup on a une vraie campagne où on suit un vrai pilote de l'Empire avec des missions qui vont bien, etc., qui était la réponse qui allait avec X-Wing. On a Battlefront 2 où la campagne commence côté impérial, mais on a le tout. On a le twist, je vais spoiler, où l'héroïne rejoint la rébellion sur la fin. Et au final, on a très peu de choses. Même Battlefront 2, c'est récent. Donc même dans le Légende, on a très peu d'œuvres. Et je parle sous couvert de mes collègues et confrères sur le côté Empire. Et on voit petit à petit avec Disney que certaines œuvres, livres, vont développer l'aspect Empire. On a le deuxième tome de Battlefront qui est sorti en livre chez Pocket, l'Escouade Inferno, où on suit. Ouais. On a Tarkin, on a Throne, on va avoir T-Fighter, une série de comics, qui va être aussi un diptyque où on va avoir une partie rebelle et une partie Empire dessus. Donc en fait, on voit que ce point de vue-là va être un peu plus développé.
Et ça nous paraissait intéressant de revenir sur les anciens films, justement d'un point de vue de l'Empire, avec une forte dose de mauvaise foi. Je vous l'accorde. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Vous avez été très réceptifs, peut-être trop, ce qui fait peur. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de conférence.